Salut, c'est dans la poche. Cette semaine, on prend la machine à remonter le temps et on va à l'époque des Mérovingiens. Alors notre itinéraire mérovingien commence ici au musée royal de Marimont avec une superbe exposition consacrée au monde de Clovis. Sur la ligne du temps, Clovis et les Mérovingiens ne représentent que quelques graduations. Mais qui étaient-ils exactement ? Donc, les Mérovingiens, c'est une communauté culturelle du nord-ouest de l'Europe qui a occupé nos régions entre 450 de notre ère et 750 de notre ère et qui a un peu coincé en fait, entre deux grands piliers de notre mémoire collective, l'Empire romain et l'Empire carolingien. Et bien souvent, si on en a entendu parler, c'est pas en bien. Si aujourd'hui on les connaît un peu mieux, c'est en partie grâce aux fouilles entreprises par l'inévitable Raoul Warauquet. Alors lui-même n'a pas fouillé, mais il a suivi de très près des travaux d'exhumation de nécropoles, notamment en 1890, les travaux de la nécropole de Ciply. Et par la suite, il a aussi fait venir dans ses collections des vestiges, des nécropoles plus proches de son domaine de Marimont, notamment près de la Louvière. Parmi les pièces exhumées par Raoul et son équipe, il y a ce squelette de géant, non pas celui des tueurs du Brabant. Il est très grand, il a une très grande stature et les anthropologues funéraires qui ont réétudié l'individu il y a un an de cela ont pu déterminer qu'il mesurait 1,92 m de son vivant. Alors on l'a appelé fictivement Antomir pour le personnifier, pour faire un lien entre cet individu et une personnalité à laquelle on peut s'attacher, à laquelle on peut s'identifier. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'anthropologie a déterminé qu'il portait de lourdes charges, qu'il a reçu un coup à la tête et un coup au genou, et qu'il est mort aux alentours de 40 ans. Le 25 décembre 496, Clovis se fait baptiser à Reims. C'est le début de la christianisation qui va amener une jeune fille nommée Ogilde à se faire moniale. Ogilde qui nous a laissé ce petit vase à boire sur lequel elle a écrit son prénom, et à l'arrière du vase elle a aussi complété de sa main en latin une inscription qui dit « Remplis-moi ». À la coupe, la reine Arégonde, elle préférait les bijoux et elle nous a légué une partie de sa panoplie. C'est un ensemble absolument extraordinaire en termes d'orfèvrerie. Donc on a une plaque boucle avec de l'or, des grenats. On a une épingle de cape ou de manteau dans laquelle est serti un ancien bijou romain qui a donc été récupéré. Des fibules, donc qui sont ces espèces de broches qui servent à tenir les pans du vêtement entre eux. Et une bague sigillaire, donc qui porte le sigle de la reine et qui a permis de nommer en fait la défunte qui portait tous ces bijoux. Les reines mérovingiennes n'aimaient pas seulement les bijoux, mais aussi le pouvoir. Et à l'époque, les luttes de pouvoir se terminaient souvent dans le sang. Petit meurtre en famille, c'est ici, au musée d'archéologie de Tournai. Eh bien, l'histoire de l'exposition commence pour nous à partir de Childéric. Ce Childéric, qui était donc grand amateur de dames, s'est vu obligé de respecter son épouse la nuit de noces, condition nécessaire pour qu'elle puisse avoir des visions. Et la reine Basine va avoir des visions qui vont annoncer tout ce qui arrivera plus tard. Tout commence à la mort de Clovis. Et le territoire sera divisé entre ses 4 fils. Et qui divise dit aussi convoitise. C'est à qui essaiera de trucider l'autre. Et à ce petit jeu, Clotaire se montre le plus habile. À la mort de son frère, Clodomir, il épouse carrément sa belle-sœur, puis il élimine ses neveux et s'accapare leur héritage. Et comme dans la famille on a le meurtre dans le sang, Chilpéric, le fils de Clotaire, fait étrangler sa femme, Galsointe, pour épouser sa maîtresse Frénégonde. Problème, Galsointe est la sœur de Brunehaut, qui est elle-même la femme de Gisbert, le demi-frère de Chilpéric. Vous me suivez ? Et ça donnera naissance à la guerre des reines. Au cœur de la tourmente, Chilpéric se réfugie à Tournai. Sigebert est proclamé roi des Francs avant d'être assassiné par un commando à la solde de Frénégonde. Quant à Brunehaut, elle finira attachée à un cheval, démembrée et brûlée. Bref, à la fin, c'est Chilpéric qui emporte la mise. Et Chilpéric, nous en avons encore des traces à Tournai, notamment à la cathédrale, sous forme de splendides vitraux,
qui raconte à la fois l'histoire de Chilpéric accueilli par l'évêque et surtout les donations, les dons que Chilpéric va faire à l'Église, qui seront tellement fabuleux, si je puis dire, pour l'époque, que plus tard, ça servira à construire la cathédrale. De cette époque mouvementée, il nous reste ses armes. Le Romain était employé par l'État. Une fois que son service militaire était terminé, il devait rendre les armes. Le mérovingien, lui, possédait ses armes, il devait défendre son territoire et il se faisait enterrer avec lui, ainsi qu'avec d'autres possessions, et ses épouses faisaient de même, elles étaient enterrées avec leurs bijoux. Ici, on a déjà quelques exemples intéressants d'une arme qui était commune chez beaucoup d'hommes, c'est le scramasax. Alors, le scramasax, c'est un grand couteau qui tranche d'un seul côté. Et ici en bas, la fameuse hache de jet, la francisque, qui est une arme, dit-on, mortelle, qui a la particularité, lorsqu'on la lance, de faire un peu un mouvement circulaire et de venir se planter dans l'adversaire. Dernière étape de notre périple mérovingien, après Tournai et ses tumultes, nous allons retrouver un cadre plus apaisé, celui de Mons, au temps de Vaudru. Sainte Vaudru, la patronne de la ville de Mons, n'est pas née à Mons, mais ici, à Cousolre. Et c'est une famille riche neustrienne. Et donc on est vraiment à la frontière avec l'autre partie du royaume qui est l'Austrasie. Et les familles, les propriétaires, donc, comme les familles de Vaudru, sont des relais de cette royauté pour administrer un territoire. À la fin de sa vie, Vaudru fonde un oratoire sur une petite colline surplombant la Haine, pour propager la foi chrétienne bien sûr, mais aussi pour contourner la loi salique en matière d'héritage. Donc, quand le père décède, on distribue et on répartit les richesses de la famille entre les héritiers mâles en séparant. Donc, tout le monde hérite, mais hérite d'une partie. Et pour éviter que cet héritage soit sans cesse morcelé, finalement, de génération en génération, les familles essayent de l'adjoindre à une fondation monastique et ainsi essayent de garder cet héritage intègre. La mort de Vaudru survient vers l'an 688. Elle donnera naissance au culte de celle qui deviendra Sainte Vaudru. Alors il y a différentes raisons, il y a des raisons spirituelles bien entendu, mais il y a aussi le fait que c'est pour les héritiers la manière de continuer à garder le prestige et l'aura de cet oratoire et de continuer à développer, à poursuivre finalement l'œuvre de Vaudru de son vivant. Et qui dit culte dit aussi relique. Alors les reliques principales sont à la collégiale. Il y a évidemment la châsse de Vaudru tout en haut du chœur, ainsi que le chef. Donc on a une séparation du corps et du chef qui intervient en 1250. Et cette charte relate finalement cette séparation des reliques. Alors pourquoi sépare-t-on le corps du chef? Pour avoir une plus grande proximité finalement avec ces reliques et pour pouvoir posséder deux reliquaires et avoir ainsi encore davantage de possibilité de les processionner. Les pantoufles, ce sont des pantoufles qu'on a erronément attribuées à Vaudru, qui n'ont absolument rien à voir avec le 7e siècle, mais ça faisait plaisir de leur donner cette légende et cette aura. Il s'agit certainement de pantoufles de chanoinesses. La grande ceinture qui date du XIIIe siècle, ici en soie avec des petites plaquettes émaillées sur lesquelles est inscrit le mot « Amor ». On raconte que c'était la ceinture de Vaudru et que si on la portait sur le ventre des femmes devant accoucher, elles accouchaient sans douleur et sans problème. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, profitons du bon temps.